Delattre raconte. Bonjour à tous. C'est l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire contemporaine. L'affaire Fourniret. Fourniret-Olivier d'ailleurs, puisqu'ils étaient deux, mari et femme, Michel et Monique. Deux pour enlever des petites filles, vierges, elle pour les rassurer, pour qu'elles montent dans la voiture, et lui pour les violer et les tuer. Un couple de tueurs en série. Rarissime. Même les Américains se sont intéressés de près à l'affaire Fourniret, eux qui pourtant ne manquent pas de tordus chez eux. Eh bien, ils ont trouvé Fourniret et Olivier suffisamment tordus pour traverser l'Atlantique. Les crimes de Fourniret s'étalent entre les années 80 et son arrestation en 2003. Et je vous préviens, c'est une litanie un peu pénible. Mais c'est ainsi. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. 14h-15h, On Delattre raconte sur Europe 1. Cette histoire, au début, ce sont des jeunes filles qui disparaissent. 1, 2, 3, 4, 5. On ne fait pas le lien. On ne sait pas que c'est le même prédateur, que c'est Michel Fourniret. Isabelle Laville, par exemple, 17 ans. Elle disparaît le 11 décembre 1987 à Auxerre, dans l'Yonne. Elle sort du lycée, à 16h. Elle rentre chez elle à pied, il y a quoi 1500 mètres à tout casser. À 4 heures, sa mère, qui fait du repassage à la maison, regarde la pendule et se dit « Oh tiens, Isabelle sera là dans 20 minutes. » 1,5 kilomètre. 20 minutes, une demi-heure maximum, si elle traîne. Et puis la mère replonge dans son repassage, et quand elle lève la tête, il est presque 5 heures, et Isabelle n'est toujours pas là. Et tout de suite, ça l'inquiète, la maman. Le 6e sens. Alors elle laisse tomber sa pile de linge, et elle sort pour faire le chemin en sens inverse. Et elle arrive au lycée, rien. Pas de trace d'Isabelle. Personne ne l'a vue. Je sais ce que vous pensez. Elle a 17 ans. Une gamine de 17 ans qui a oublié de dire qu'elle va rentrer tard, ça n'est pas complètement anormal. On en connaît. Mais pas Isabelle. Isabelle, elle est sage, équilibrée, un peu timide. Elle prévient. Elle prévient toujours. Et une fugue ? Non, pas le genre. Marie-Jeanne Laville ne reverra jamais sa fille Isabelle. Et quand elle va signaler sa disparition au commissariat, il y a bien une petite enquête, quelques avis de recherche, du porte-à-porte. Conclusion du procureur, la disparition d'Isabelle Laville demeure inexpliquée. Voilà. Bonsoir, monsieur, dame. C'est dur à encaisser pour les parents. C'est très dur. Mais c'est vrai que personne n'a rien vu, personne. Sur le chemin entre le lycée et la maison, pas un témoin. Elle s'est volatilisée. Est-ce qu'elle est montée dans une voiture ? Peut-être. Sans doute. En tout cas, la détresse de cette maman touche les gens à Auxerre. Guy Roux, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, offre même un match pour récolter des fonds et financer les recherches. Et en attendant, la disparition d'Isabelle Laville est classée sans suite. La suivante s'appelle Fabienne Leroy. Elle a 20 ans, elle habite très loin d'Auxerre, dans la région de Reims, à Saint-Hilaire-le-Grand. Au mois d'août 1988, elle va faire des courses et elle disparaît sur le parking d'un supermarché. Volatilisée, elle aussi. Aucun témoin. 6 mois plus tard, en janvier 1989, c'est à Charleville-Mézières que disparaît Jeanne-Marie Desrameaux, 21 ans. Pas de témoins, pas de traces, pas de corps. Comme les autres. Et en décembre, à la frontière belge, là c'est une gamine de 12 ans, Elisabeth Brichet, qui s'évapore. Pas de traces, pas de corps. Et un an plus tard, le 21 décembre 90, Natacha Danet, 13 ans, qui disparaît à Rézé, près de Nantes.
17h mercredi, la brunette de 13 ans accompagne sa mère et sa sœur aînée dans une grande surface de Rezé au sud de Nantes. La maman s'aperçoit qu'elle a oublié l'argent des courses. Natacha rushing mais accepte de retourner à l'appartement. 500 mètres seulement séparent le supermarché de l'immeuble. Il est 17h15, personne ne reverra l'adolescente. Sur le buffet, le porte-monnaie n'a pas été touché. Les enquêteurs aidés de 2 chiens policiers font et refont le trajet qu'aurait dû emprunter Natacha. Peine perdue, aucun indice. Cette fois, on retrouve son corps, 2 jours plus tard, au sud de Nantes, mais aucun indice, aucune piste. Abominable affaire qui m'oblige à égrener ce chapelet d'horreur. Si toutes ces disparitions avaient eu lieu dans la même région, on aurait peut-être fait le rapprochement, on se serait mis à chercher pour le coup un tueur en série. Mais là, Auxerre, Reims, Nantes, Charleville-Mézières, c'est loin tout ça. Il n'y a pas de raison de faire de rapprochement. Alors que le mode opératoire est le même à chaque fois. Ça va vite, il n'y a pas de témoin. On imagine une voiture. Bonjour, tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide? Et hop, aspiré dans la voiture. Machiavélique. C'est lui, bien sûr, qui les a enlevés toutes les 5. Isabelle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth et Natacha. Natacha dont on a retrouvé le corps en décembre 90. Et ensuite, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Fourniret s'arrêterait d'enlever des gamines. Pendant 10 ans. Je sais, on a du mal à y croire. Je vous promets qu'on a cherché. On lui aurait bien collé toutes les disparitions de jeunes filles en France entre 90 et 2000. Mais non, il se serait arrêté. Pendant 10 ans. La bête se réveille le 16 mai 2000, à Charleville-Mézières, vers 6 heures du soir. Céline Saison, 18 ans, sort d'une épreuve du bac blanc de philo. À 7h15, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Ses parents alertent le commissariat central. Mais comme elle est majeure, on ne la cherche pas tout de suite. On la retrouve 2 mois plus tard, morte, dans une forêt, à 20 km de Charleville-Mézières. On pense qu'elle a été violée. Aucune piste. 1 an plus tard, le 5 mai 2001, à Sedan, c'est une petite fille de 13 ans qui disparaît. Manania Tumpong. Elle était à la médiathèque et... On retrouve son corps 10 mois plus tard dans la forêt de Nolvo, en Belgique, à 30 km de Sedan. Enfin, son corps. Ce qu'il en reste. D'abord son crâne et puis des ossements et quelques vêtements. C'est l'enlèvement suivant qui fait tomber Michel Fourniret, à Ciney, en Belgique. Jusque-là, il n'a commis aucune faute. Mais là, le 26 juin 2003, Marie, 13 ans, se promène dans les rues de Ciney. Une camionnette blanche s'arrête à sa hauteur. Mademoiselle? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Je suis perdu là. Je cherche à aller à Aversin. Vous savez où c'est? Ben oui, monsieur. C'est juste à côté, c'est tout droit là, par cette route. Ah, je comprends pas, je viens de l'emprunter cette route, ça m'amène ailleurs. Vous voulez bien me guider? Je vous ramènerai ici, bien sûr. Et Marie monte, et à peine sortie du village, l'homme qui conduit se jette sur elle et la ligote. Il la jette à l'arrière de sa camionnette, et il roule pendant une 20aine de kilomètres. Ce qu'il ne voit pas pendant qu'il conduit, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'arrière, Marie est arrivée à défaire ses liens. Il arrive à un stop, et la Marie bondit de la camionnette, et elle se met à courir, et pas de chance, il n'y a aucun endroit où se cacher. Et là, miracle, une voiture arrive. Marie lui fait des grands signes. « Hé, oh, arrêtez-vous! Arrêtez-vous !» L'automobiliste est une femme. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite? Pourquoi tu courais comme ça, au bord de la route? »« C'est un monsieur. Il m'a fait monter dans sa camionnette. Il m'a attaché derrière. J'ai réussi à m'enfuir. » La camionnette, évidemment, est loin. Quand il a vu que ça tournait vinaigre, il s'est enfui. La femme décide alors d'amener Marie à la police. Et tout d'un coup, sur la route... « Madame, la camionnette, c'est celle-là !» La conductrice a le réflexe de noter le numéro d'immatriculation. Et elle le donne à la police belge.
Et là, ça va vite. La camionnette appartient à une certaine Monique Olivier, une Française qui vit en Belgique, à Sarcustine. Problème, c'est un homme qui était au volant. La gamine est formelle. Alors est-ce que cette Monique Olivier a un mari? Eh bien oui, un Français lui aussi. Un certain Michel Fourniret, qui aurait 61 ans. Cette Monique Olivier serait sa troisième femme. Il est inconnu au fichier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va l'interpeller, bien sûr, chez lui, et on le ramène au commissariat pour l'interroger. Et les policiers font connaissance avec un personnage extrêmement coriace. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui la terrible affaire Fourniret. Et nous en sommes au moment où il vient d'être arrêté, en juin 2003, en Belgique, après avoir tenté d'enlever Marie, une adolescente de 13 ans, qui est parvenue à s'échapper. La police belge, à ce moment-là, est encore loin d'imaginer qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Mais d'entrée, elle prévient ses homologues français, car elle sait que 2 corps de jeunes filles ont été retrouvés récemment, juste de l'autre côté de la frontière. Et donc, le lendemain de son arrestation, Fourniret se retrouve interrogé par 4 policiers. 2 Belges et 2 Français, qui tous les 4 ne peuvent pas s'empêcher de penser à Marc Dutroux, le pédophile belge qui enlevait des petites filles. Bon, dites-le, vous avez un lien avec Dutroux, vous avez été un de ses complices, vous lui rameniez des filles, que vous raptiez pour lui. Non, rien de tout ça. Vous savez, je suis pire que Marc Dutroux. Pire que Dutroux? Les policiers n'ont pas encore pris toute la mesure de cette confession. Mais il y a là, notez-le, le signe d'un narcissisme absolument stupéfiant. Il vient d'être arrêté. Pour l'instant, les policiers n'ont rien de plus à lui coller sur le dos qu'une tentative d'enlèvement. Et il leur dit: je suis pire que ce que vous pensez. Je suis le pire criminel que vous n'ayez jamais rencontré. Et c'est là que les policiers français et belges découvrent que l'oiseau, s'il n'a pas de casier en Belgique, a un sacré passé en France. Première condamnation en 1966 pour agression sur mineur. À l'époque, il est marié, il a un enfant, sa femme le quitte dans la foulée. Et il prend de la prison avec sursis. Pensez-vous qu'il se calme? Pas du tout. Il enchaîne voyeurisme, agression sexuelle et 2 viols dans les années 80. Je vous raconte l'une de ces affaires, parce qu'elle pose la méthode Fourniret, sa signature qu'on va retrouver tout au long de son parcours criminel. Ça se passe à Épernon en septembre 1982, près de la gare. Fourniret aborde Daina Le Guénan, 14 ans. Tu vois cette bouteille? Tu sais ce qu'il y a dedans? C'est du vitriol. Tu sais ce que c'est du vitriol? Non, monsieur. Si je la vide sur ta gueule, tu seras défiguré à jamais. Mais si tu fais ce que je te dis, je ne te ferai aucun mal. Bien, monsieur. Je vais faire comme vous dites. Alors voilà, c'est simple. J'ai volé une voiture. Je suis recherché par les flics. Tu montes avec moi et je te relâcherai dès que je les aurai sommés. Le vitriol est une arme du 19e siècle. C'est tout simplement de l'acide sulfurique. Sauf que là, il a mélangé de l'eau et de l'huile. Le principal, c'est que la gamine ait peur. Et Fourniret roule pendant plusieurs kilomètres. Dis-moi, ma petite, est-ce que t'es vierge? Il s'arrête quelques kilomètres plus loin et il la viole. Et Daina, effrayée, salie, a le courage de lui dire: vous m'aviez dit que vous me feriez rien. Vous m'avez menti. Est-ce que vous vous rendez compte que je pourrais être votre fille? J'ai que 14 ans. Et là, Fourniret fond en larmes. Oui, monsieur, et il s'excuse, et il la relâche.
2 ans plus tard, il s'en prend à une femme de gendarme et c'est là qu'il tombe. Il est arrêté en 1984. Et là, depuis sa prison, il va faire un geste très étonnant. La juge d'instruction voudrait savoir si, par hasard, il n'aurait pas commis d'autres viols. Elle n'aura pas à le cuisiner longtemps. Elle n'aura même pas à le cuisiner du tout. Car Fourniret, le narcissique, lui adresse, depuis sa prison, un tableau de chasse, si vous voulez, sur lequel apparaissent 15 noms. 15 noms de jeunes filles, avec en face de chaque nom une date et un lieu, et l'arme qu'il a employée. Et il donne aussi le nom de celles qu'il a relâchées, sans les violer. Parce que, dit-il, elles étaient mariées ou enceintes. Voyez-vous, madame la juge, moi ce que j'aime, c'est les vierges. Et dans une lettre accompagnant le tableau, il explique ce qui est à l'origine de tout. Son premier mariage, en 66, sa nuit de noces. Voyez-vous, ma femme avait dit qu'elle était vierge. Et elle ne l'était pas. Ça m'a déçu, madame la juge. Il dit que c'est ça qui justifie son goût pour les jeunes filles vierges. Et voilà donc la juge avec une liste en main qui va devoir maintenant remonter toutes ses affaires pour lesquelles il se dénonce et dont il se vante. Une par une. Pendant ce temps-là, en 1984, Michel Fourniret est incarcéré, à Fleury-Mérogis, près de Paris. C'est son premier contact avec la prison. Étiqueté violeur de petites filles, pointeur, comme on dit en prison. Normalement, c'est l'enfer. Dans la hiérarchie de la prison, le pointeur est tout en bas. En général, il reste claquemuré dans sa cellule. Il ne sort pas en promenade. S'il sort, il se fait massacrer par les autres. Eh bien, pas Fourniret. Il obtient la protection d'un caïd, figurez-vous. Jean-Pierre Elgouarche, un gros bras, un braqueur récidiviste. Pas question de toucher à Fourniret. Entre-temps, sa deuxième femme, avec laquelle il a eu 3 enfants, le quitte, bien sûr. Qu'à cela ne tienne, il se met à en chercher une 3e. Et il passe une annonce dans le magazine chrétien Le Pèlerin. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et il reçoit une lettre d'une certaine Monique Olivier. Et manifestement, c'est le coup de foudre. Il s'écrit des lettres de 15 pages, enflammées. Il l'appelle Natouchka, elle l'appelle Sherkan. Elle vient le voir, bien sûr. Et quand après 3 ans de prison, en juin 1987, Fourniret est jugé pour cette série de viols, elle est là, Monique. Elle est sur le banc, telle une groupie. Étonnant procès, d'ailleurs. Fourniret est jugé pour 7 agressions sexuelles, dont le viol de la jeune Daina Le Guénan. Rusé, à l'audience, il lui présente publiquement ses excuses. Et à la fin, il n'écope que de 7 années de prison. Et comme ça fait 3 ans qu'il est en tôle, par le jeu des remises de peine, il sort 4 mois plus tard, le 22 octobre 1987. Et Monique Olivier l'attend bien sûr à la sortie. Voilà donc le pédigré français de Michel Fourniret, tel que le découvrent les policiers belges et français quand il est arrêté en 2003. Le profil du parfait prédateur sexuel. Europe 1. On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Michel Fourniret, l'un des plus grands violeurs et tueurs en série de l'histoire criminelle. Arrêté en Belgique en juin 2003, alors qu'il vient de tenter d'enlever une petite fille de 13 ans qui a réussi à s'échapper. Les policiers belges et français découvrent que l'homme a un passé criminel chargé en France. Dans les années 60 et au début des années 80, il a commis plusieurs viols et agressions sexuelles et il a passé 3 ans en prison. Au moment de son arrestation, il est libre depuis 16 ans et il vit avec sa 3e femme, Monique Olivier. Les policiers ont beaucoup de mal à croire que pendant ces 16 années, il s'est tenu à carreau. Alors ils vont visiter son chez lui, ou plutôt son chez eux, à Sarcustine,
dans la région de Namur, en Wallonie. Et la police scientifique entre en action. Et elle trouve des cheveux. Et elle s'intéresse à un cheveu, brun. En 2003, on n'est pas encore capable d'extraire de l'ADN d'un cheveu. En revanche, ce cheveu brun a une particularité génétique qu'on ne trouve que dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. Autrement dit, ça pourrait être un cheveu de Manania Tumpong, cette fillette de 13 ans disparue en 2001 à Sedan, dans les Ardennes. Intéressant. Mais est-ce que le couple Fourniret-Olivier a toujours habité là? En tout cas depuis que Fourniret est sorti de prison. Ouh là là, non! En 16 ans, ils ont déménagé 4 fois. D'abord, ils étaient à Saint-Cyr-les-Colons, dans l'Yonne, dans une maison dont Fourniret a hérité. Et puis à Floing, dans les Ardennes, dans une cabane qu'il a lui-même construite. Et juste après, et ça c'est bizarre, ils ont acheté un château, le château de Sautou, à Donchéry, toujours dans les Ardennes. Un château à 100 millions de francs. Oui, monsieur. Comment ont-ils pu s'offrir un truc pareil? Et ils l'ont payé comptant en plus. Pour l'instant, c'est un mystère. Vous aurez la réponse, et elle est gratinée. Bien entendu, Fourniret est interrogé et interrogé encore. Notamment sur 2 dossiers récents, en France. 2 affaires non résolues. Le meurtre de Céline Saison, 18 ans, à Charleville-Mézières il y a 3 ans, et celui de Manania Tumpong il y a 2 ans à Sedan. Fourniret, c'est vous, la petite Céline et la petite Manania. Manania, on est sûr que c'est vous, hein. Mais lui, il ne lâche rien. Du coup, les policiers concentrent leurs efforts sur sa femme, Monique Olivier. Pour l'instant, ils n'ont pas cherché à l'impliquer dans l'affaire. Mais ils sont convaincus qu'elle sait, qu'au minimum elle sait. Pour le moment, elle est libre. Elle s'occupe de leur petit garçon, Selim. Mais elle n'a pas lâché son Michel, hein. Elle vient le voir en prison. Ils ont même droit à ce que les Belges appellent des visites hors surveillance. Comprenez, des parloirs sexuels. Sauf que les Belges font un truc qui serait impossible en France. Ils placent un micro dans la piole. Et ils les entendent, tous les deux, qui se calent sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Si on nous interroge là-dessus, on dit ça, ok? Et ils entendent aussi Monique Olivier qui dit « Faudrait pas qu'il m'arrête, moi aussi. » Ah ah. Si elle y pense, si elle en parle, c'est qu'elle n'est pas blanc-blanc. Alors les policiers l'interrogent, elle l'interroge encore, en se disant un jour, elle va craquer. Et le 22 juin 2004, elle craque. Ça se passe dans le bureau du commissaire Fagnard. Rusé, il a laissé traîner bien en évidence le journal du jour qui affiche en grand à la une la condamnation de Michel Martin, la femme de Marc Dutroux. Elle a pris 30 ans. Le commissaire espère que ça va faire son petit effet. Madame Olivier, 2 jeunes femmes ont été tuées en France, quelques mois avant l'arrestation de votre mari. L'une se prénommait Céline et l'autre Manania. Vous savez quelque chose sur elle? Je ne sais pas grand-chose, mais encore. Dites-moi ce que vous savez. C'est Michel. Il a enlevé et assassiné les 2 filles dont vous parlez. Ça y est, Monique Olivier vient de couper le cordon. Et maintenant, elle est prête à donner tous les détails. Elle parle de leur cartable, par exemple, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça ne s'invente pas. Madame Olivier, ça fait 1 an que je vous pose cette question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé plus tôt? Parce que j'avais peur. J'avais peur d'être vu comme la complice de mon mari. Le commissaire belge appelle illico la police judiciaire de Reims. Et 2 policiers français débarquent à Liège pour l'interroger à leur tour. Et au début, ça part mal. Elle revient sur ses aveux. Allons bon. Et puis non, finalement, elle a dit la vérité. Et là, on dirait qu'elle ouvre un robinet. Elle se met à débiter des noms, des dates, des lieux. Isabelle Laville, c'était à Auxerre. Elisabeth Brichet, c'était à Namur.
Et puis il y a eu la petite Jeanne-Marie Desrameaux à Charleville-Mézières. Et puis aussi Natacha Danet à Nantes. Et Fabienne Leroy à Mourmelon. Et puis une Farida, je crois, et puis une babysitter. Mon Dieu, ça fait 7. Et si on y ajoute Céline Saison et Manania Tumpong, ça fait 9. 9 filles qu'il a enlevées, violées et assassinées. Les policiers n'en reviennent pas. Ils se doutaient que Fourniret était un pervers, mais là... Le Français Michel Fourniret, détenu depuis 1 an, a reconnu 6 meurtres, 5 en France et 1 en Belgique. Sa femme l'accuse d'en avoir commis 3 autres. Elle a été écrouée hier. Alors comment et pourquoi a-t-elle craqué ? Reportage Lionel Gougelot. Monique Olivier connaissait tous les agissements criminels de son mari, Michel Fourniret. Les enlèvements, les viols, les meurtres, elle savait tout. Quand il partait enlever ses jeunes victimes, le prédateur disait à sa femme « Je vais à la chasse ». C'est elle qui a tout dit à la police, accusant Fourniret de l'assassinat de 9 jeunes filles ou adolescentes, la plupart en France. Elle a parlé, mais elle est aussi considérée comme complice dans certaines affaires. Eh oui, elle pensait s'en sortir en balançant son mari. Monique Olivier s'est mis le doigt dans l'œil. Elle se retrouve inculpée, elle aussi. Alors maintenant, on fait revenir Fourniret, bien sûr, et on lui fourre la liste sous le nez. Alors, monsieur Fourniret, votre femme a tout balancé. Vous reconnaissez ces enlèvements, ces viols et ces meurtres ? Eh bien, figurez-vous qu'il chipote. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, non. Il reconnaît 7 meurtres, mais pas les 2 derniers, pas Céline et Manania. Juré, ça n'est pas lui. Il avouera ces 2 meurtres plus tard. Il en a donc tué 9. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Michel Fourniret, l'un des plus grands tueurs en série français. Il est arrêté en Belgique en 2003 après une tentative d'enlèvement ratée. Et après de nombreux interrogatoires, sa femme Monique Olivier finit par craquer et elle balance une liste de 9 meurtres commis par son mari. Une liste que Fourniret lui-même finit par confirmer. Alors dans la foulée de ses aveux, quand on met sur la balance les crimes qu'il a commis en France et ceux qu'il a commis en Belgique, ça penche très fort du côté de la France. Et donc, dès que les Belges ont bouclé leur procédure, ils le remettent aux Français. Fourniret franchit la frontière le 3 juillet 2004. Et il est remis à la justice française, qui depuis ses aveux n'a pas chômé. Elle a ressorti tous les dossiers de meurtre dont il s'est accusé. Toutes ces affaires qui prenaient la poussière. Mais est-ce qu'il faut se limiter à sa liste ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres affaires ? Estelle Mouzin, par exemple, disparue en 2003 en Seine-et-Marne. Ça lui ressemble, non ? Et Johanna Parish, assassinée en 90 dans Lyon. Ça lui ressemble aussi ? Malheureusement, on ne trouvera rien de probant pour lui coller ces 2 affaires. Il reste ces 2 meurtres qu'ils ont avoués et qui ne correspondent pas à des disparitions. Une babysitter, ça restera un mystère, et une certaine Farida. On a d'abord retourné les fichiers, pas de traces. Et là, c'est une journaliste qui va faire avancer l'enquête et qui va résoudre au passage un épisode mystérieux du CV de Michel Fourniret et Monique Olivier. Vous vous souvenez du château à 100 millions de francs ? On se demande depuis le début comment Fourniret a pu se le payer, un château aussi cher. Patricia Touranchot, de Libération, publie le 24 juillet 2004 un article qui résout d'un coup 2 mystères. Qui est Farida ? Et d'où Fourniret tient-il l'argent ? Accrochez-vous, hein, c'est du lourd. Vous vous souvenez que Fourniret, quand il a fait son premier séjour en prison, entre 84 et 87, était protégé par un caïd, un gros braqueur, Jean-Pierre Elgouarche. Eh bien, la journaliste révèle qu'Elgouarche s'est fait entuber par Fourniret dans les grandes largeurs. Elgouarche savait où se trouvait une partie du magot du gang des postiches. 50 kilos d'or. Fourniret allait sortir et lui, il était coincé en tôle pour un bout de temps. Il voulait mettre le magot au chaud chez sa femme, Farida.
Et donc il a expliqué à Fourniret où était le magot dans une tombe du cimetière de Villeparisis, en Seine-et-Marne. En lui disant, t'y vas avec Farida, tu lui montres où c'est, tu lui remets les lingots pour la retraite, et toi t'auras 500 000 francs. Et Fourniret, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a tué Farida, et il a gardé le magot. Violeur, tueur, et en plus voleur. Cet homme n'a que des qualités. Maintenant, l'urgence, c'est de savoir ce qu'il a fait des corps. La plupart des victimes sont portées disparues. On n'a jamais retrouvé leur corps. Monsieur Fourniret, le corps d'Elisabeth Brichet, par exemple, qu'est-ce que vous en avez fait? Oh, Elisabeth, c'est comme Jeanne-Marie. À cette période, on habitait au château. On les a enterrés dans le parc du château de Sautou. Vous pouvez nous dire où, précisément? Le parc fait 15 hectares. Je sais au centimètre près où sont les corps, rassurez-vous. Et là, Fourniret se met à faire un dessin du parc de son château. Le corps d'Elisabeth est là, près de l'allée, et celui de Jeanne-Marie est là, près du pavillon de chasse. Alors on creuse, et c'est long. Et lui, ça lui plaît, il est le centre du monde. Monsieur Fourniret, le corps n'est pas là. Hein, vous nous avez menti. Mais si, le corps est là. Cherchez mieux, creusez plus profond. Alors on creuse encore. Et à 3 mètres de profondeur, on finit par trouver un corps. Et on trouve l'autre aussi. Le cadavre de Jeanne-Marie porte des traces de scotch sur le nez et sur la bouche. Il l'aurait donc étouffé. Évidemment, Fourniret est soumis à une expertise psychiatrique. Les experts en ont vu d'autres, mais lui, c'est le bouquet. On dirait qu'il prend un malin plaisir à revivre ses crimes devant les psychiatres. Il leur raconte tout, y compris les détails les plus pervers. C'est dégueulasse, même pour un psychiatre aguerri. Mais il aime ça, déstabiliser les gens. Un jour, il parle du procès à venir avec le procureur dans son bureau et il lui dit « Personne ne sortira indemne de ce procès. Même pas vous, monsieur le procureur. » Et maintenant qu'on arrive au bout de l'enquête, est-ce qu'on est capable de dire pourquoi? Pourquoi il a tué ces gamines? Lui, il a son explication. Son besoin irrépressible de virginité. La même virginité qu'il l'avait fait passer à l'acte dans les années 80. Il est comme ça, c'est ce qu'il dit. Et elle alors? Elle? On a retrouvé des lettres qu'ils se sont écrites quand il était encore en prison et qu'elle venait le voir au parloir. Ils ont passé un pacte mortifère. Il y est question de plaisir du risque, de vie en aventurier et aussi d'enlèvement. Un jour même, il lui a écrit « Si l'intention d'une défloration revient un jour ou l'autre m'effleurer, je t'en parlerai librement. Je n'entreprendrai pas d'action sans t'en parler. » Mais il y a mieux que ça. Il n'a pas fait que lui en parler. Elle a participé au rapt. Et plusieurs fois, elle a même servi d'appât. Christophe Ondelat raconte l'affaire du tueur en série Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, et de sa femme Monique Olivier. Retour au procès des 2 époux en 2008, la cour d'assises de Charleville-Mézières. C'est Monique Olivier qui est à la barre. Madame Olivier, vous étiez sur place à Auxerre le soir de l'enlèvement d'Isabelle Laville. Quel a été votre rôle? En fait, j'ai vu la petite. Je roulais en voiture, je me suis arrêté à son niveau. Je lui ai dit que j'étais perdu. Je lui ai demandé de me montrer le chemin. Elle est montée. Et puis elle a commencé à me montrer le chemin. Et puis un peu plus loin, il y avait Michel qui faisait de l'autostop. Je l'ai fait monter lui aussi. Mais c'est pas tout. Elle savait aussi ce qui se passait après. Comment il les attachait à son lit, par exemple. Elle dormait dans la chambre d'à côté, avec son fils. Un jour, elle a même fait la toilette intime d'une gamine qui avait ses règles. Le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier s'ouvre à Charleville-Mézières le 27 avril 2008. La salle est pleine. Il y a, tenez-vous bien, 400 journalistes du monde entier. Les familles sont là, bien sûr, au premier rang,
Et ça commence de manière assez pitoyable. Fourniret s'est collé un panneau autour du cou, sur lequel il a écrit « Sans huis clos, bouche cousue ». Alors on lui demande son identité et il ne répond pas. Il fait le mariole, il veut qu'on le supplie pour que le procès démarre, il veut donner le tempo, comme toujours. Monique Olivier, elle, essaye de sauver sa peau et de se faire passer pour une victime. Ça ne tient pas longtemps. Madame Olivier, n'avez-vous pas impliqué votre propre enfant dans les enlèvements ? N'étiez-vous pas consciente de ce que vous faisiez quand, enceinte de 8 mois, vous alliez rabattre des jeunes filles pour votre mari ? Fourniret finalement a cédé. Il veut bien parler, mais là encore il fait le guignol. Il se met à parler en images de chasse. Moi, voyez-vous, je suis un braconnier. Et un braconnier, ça ne sait jamais s'il va ramener un lapin ou un faisan. Les familles de victimes sont écœurées. Et elles quittent la salle, toutes ensemble, pour bien marquer le coup. Après 2 mois de procès, on approche de la fin. Vous vous souvenez de ce que Fourniret a dit au procureur ? Personne ne sortira indemne de ce procès, même pas vous, monsieur le procureur. Eh bien, il n'avait pas totalement tort. Parce que pendant sa plaidoirie, le procureur s'égare. Il les présente comme des monstres, des fêlés. Il les compare à des animaux, des araignées visqueuses, des limaces gluantes. Et à la fin, il demande pour tous les deux la perpétuité. L'information de la journée, c'est que Michel Fourniret a été condamné par la cour d'assises des Ardennes à la réclusion criminelle à perpétuité et incompressible. C'est la peine maximale prévue par le code pénal en France. Pour Monique Olivier, c'est également la perpétuité, mais assortie d'une période de 28 ans de sûreté. Michel Fourniret finira ses jours en prison. Sa femme sortira dans le meilleur des cas à 87 ans. La cour d'assises des Ardennes a rendu son verdict tout à l'heure. Quand Michel Fourniret et Monique Olivier partent pour la prison à vie, ils peuvent entendre depuis le fourgon les gens qui crient « À mort ! Salaud !» En 2010, en tout cas, ils ont divorcé. Et ils se reverront bientôt devant un tribunal, car il reste une affaire pour laquelle ils n'ont pas été jugés. Le meurtre de Farida et le vol des lingots. Farida amiche. Son corps serait enterré près de Clairefontaine, dans les Yvelines. Mais pour l'instant, on ne l'a pas retrouvé. Europe 1, 14h, 15h. On de la raconte. Bonjour à tous. C'est l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire contemporaine. L'affaire Fourniret. Fourniret Olivier d'ailleurs, puisqu'ils étaient 2, mari et femme, Michel et Monique. 2 pour enlever des petites filles, vierges, elle pour les rassurer, pour qu'elles montent dans la voiture, et lui pour les violer et les tuer. Énonciation activée. Un couple de Sélectionné. tueurs en Enregistrement de l'écran. Bouton. rarissime. Même les Américains se sont intéressés de près Sélectionné. à l'affaire